bon, vous êtes assez performant, vous allez exploser dans votre business. Donc, vous allez éventuellement faire plus de ventes. Lorsque vous allez faire plus de ventes, il va arriver un moment où PayPal va vous bloquer. C'est-à-dire qu'on va vous demander un contrôle avec des pièces qui sont impossibles à fournir. De création d'entreprises offshore. Donc, par exemple, vous avez la possibilité de créer une entreprise. Tu vas nous parler un peu de tes échecs. Voilà, est-ce que pour toi, ça a été du tic au tac? Tu as fini tes études, tu nous as dit que tu as fini depuis 2017, tu avais décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, tu peux nous parler un peu de tes échecs, comment ça a été et comment tu as pu surmonter tes échecs? Alors, en ce qui concerne les échecs, il y en a toujours eu. Hein. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai la toute dernière entreprise qui a fermé. Donc, c'était la petite parenthèse. Il y aura toujours les échecs. Parce qu'aujourd'hui, l'échec doit être utilisé comme, si vous voulez, un marchepied pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir faire un examen de soi. C'est surtout comme ça qu'il faut prendre l'échec. Et j'en ai connu plusieurs. À la base, j'ai commencé déjà par travailler pour un des grands marketeurs. Donc là, vraiment, c'est pour relater un petit peu les échecs que j'ai pu rencontrer. Donc, quand j'entreprenais moi solo, il y a un marketeur qui m'a repéré. Il me dit « Ouais, je trouve que tu es assez bon, tu es assez talentueux. Écoute, je te propose de travailler pour moi. Je vais te former par la suite et tu vas pouvoir te développer. » Donc, ça a été l'un de mes premiers mentors. J'ai commencé à travailler pour ce marketeur jusqu'au point où on a eu une certaine divergence. C'est-à-dire qu'à l'époque, je manquais de maturité dans le business. Donc, ce manque de maturité a fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, j'avais perdu en fait cette collaboration avec cet entrepreneur dans la mesure où il y a des choses en fait quand vous êtes en collaboration avec une personne, quand vous avez un mentor, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des points à ne pas aborder. Il y a des sujets qui sont sensibles par exemple. Donc moi, en ayant ce manque de maturité, ça a fait que je puisse perdre en fait, si vous voulez, ce bon rapport que j'avais avec cet entrepreneur-là. Donc ça m'a énormément bouleversé, sachant que voilà, c'était pour moi un très gros avantage dans la mesure où je pouvais, une fois, c'est-à-dire que le deal qu'on avait conclu ensemble était arrivé à terme, parce qu'on avait un deal dès le départ, et donc si ce deal arrivait à terme, j'aurais pu exploser en termes de cote de popularité. Donc, j'aurais été beaucoup plus connu parce qu'il m'aurait recommandé à beaucoup de personnes. Mais comme je manquais de maturité à l'époque, donc ce qui veut dire que je ne me suis pas concentré sur ce qu'on devait faire, lui et moi, et j'ai laissé, on va dire, agir certaines de mes émotions, ce qui a fait que voilà, on s'est séparés, lui et moi. Donc, il me l'a clairement dit. Tes intérêts ne convergent plus avec les miens, donc on va devoir se séparer. Et ça a été l'un de mes premiers échecs. Et après, je me suis lancé, donc, enfin, j'ai refait ce que je faisais avec mon ancien mentor. Donc, j'ai créé une seconde entreprise dans laquelle j'avais une vingtaine de salariés, avec des associés bien entendu. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, quand on dit qu'il y a un navire qui a plusieurs capitaines, le navire finit par couler. Donc à l'époque, on avait plusieurs capitaines. Tout le monde avait son mot à dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui était au-dessus. Donc entre mes associés et moi, ce qui fait que voilà, on s'est retrouvés, voilà, on s'est crashé tout simplement, parce que voilà, on ne pouvait pas tous être décisionnaires dans la boîte. Et donc ça m'a aussi appris, comme je vous disais tantôt, que les échecs, ça apprend énormément. Voilà, à me dire qu'aujourd'hui, si vous faites un truc, si vous avez des investisseurs, si vous avez une idée dès le départ, vous voulez lancer un business et que vous voulez vous associer à des gens, ne faites jamais du 50-50 en termes de parts. Ne donnez jamais la moitié de votre autorité ou la moitié des décisions à votre associé. Si vous êtes le propriétaire ou encore celui qui possède l'idée, partez toujours du principe où vous avez 60% des parts, 40 reviennent à celui qui s'associe à vous, de manière à ce que vous n'ayez pas à avoir en fait un droit de veto qui soit égal. Donc ça, c'était vraiment ce que j'ai retenu de ma seconde association, et ainsi de suite. Donc les échecs ne doivent pas faire peur à un entrepreneur, mais plutôt l'aider ou encore se servir de ça
comme étant des marchepieds pour pouvoir évoluer. Voilà, tu as utilisé un point qui est vraiment important. Tu nous as parlé de la maturité. Donc là, j'arrive à comprendre que non, même dans l'entrepreneuriat, il doit avoir une certaine maturité. Alors déjà, pour l'orientation pour des jeunes entrepreneurs, les personnes qui sont vraiment motivées, ils souhaitent de se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien chercher à être en collaboration avec d'autres personnes. Quelle est ton orientation concernant le même, en allant dans le même sens de la maturité? Alors, qu'est-ce que tu veux exactement nous dire de la maturité? Alors, la maturité aujourd'hui, de façon concrète, si vous vous lancez dans un business ou que vous vous associez à quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié que vous, qui est censé vous apporter des connaissances, qui va vous aider à vous développer, il y a 3 points à mon sens qui sont très importants. Le premier point, ça va être de ne jamais porter atteinte à l'ego de la personne, peu importe la façon avec laquelle elle va se conduire avec vous. C'est-à-dire que là, vous allez penser à votre objectif, vous allez penser au but final. Donc, ne jamais porter atteinte à l'ego de votre mentor, parce que dans ce cas-là, ça sera un mentor. De 2, si vous avez un accord de principe, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte de toujours respecter cet accord de principe. Et de 3, ne jamais introduire tout ce qui est sentimental ou tout ce qui peut être considéré comme des rapports humains entre personnes. C'est-à-dire que vous avez maintenant beaucoup d'affection pour votre mentor, vous le considérez plus comme un mentor, vous commencez à trop vous familiariser. Ça risque ça aussi de pouvoir créer beaucoup de problèmes derrière. Donc, je ne demande pas d'être neutre. Je ne dis pas qu'il faudrait ne pas considérer la personne comme un humain, mais seulement il faudrait avoir des limites, c'est-à-dire que rester dans les limites du possible. Donc vraiment, et moi c'est ce qui m'a manqué vraiment en termes de maturité à l'époque. Donc bien que j'ai porté atteinte à l'ego de mon mentor, parce que je savais pertinemment ce qu'il n'aimait pas, et que moi je suis allé à l'encontre de ce truc-là. De 2, je l'ai trop surestimé, c'est-à-dire que pour moi, je l'ai placé au rang d'un père, parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi déjà. Et de 3, c'est que voilà, on avait un accord de principe qui, dès le départ, moi, j'ai pas travaillé conformément à cet accord de principe. Donc, ça a fait que voilà, je me suis retrouvé à perdre ce partenariat. Mais vraiment, je ne regrette pas, parce que c'est l'un des plus gros cadeaux qu'il m'ait fait. C'est vraiment le fait de me dire que voilà, on s'arrête ici. C'est vrai que ça a été brutal, ça a été, on va dire, pas assez facile à digérer, mais ça a été l'un des plus gros cadeaux qu'il m'a fait, parce que ça m'a énormément fait grandir et ça m'a aidé à voir beaucoup plus loin que ce que je voyais déjà. Voilà, tel que vous voyez vous-même, je pense que partout où vous nous suivez, les nouveaux entrepreneurs, déjà, ce qui est important de son histoire, ce que j'ai pu retenir aussi, qui pourra aussi vous aider, est que l'une des choses qui a fait de sorte qu'il puisse avoir un mentor, c'est parce qu'il a développé des compétences. Donc, il a été identifié par ce mentor-là parce qu'il avait déjà, il avait décidé de se lancer et il avait développé des compétences. Ce sont les compétences qu'il avait développées qui a fait de sorte qu'il soit sollicité. Donc, vous aussi, vous avez ces sentiments-là, vous voulez bien sûr vous lancer dans l'entrepreneuriat, travaillez sur vous-même, montez en compétences, formez-vous, n'hésitez pas de vous documenter. Raison pour laquelle c'est même ça la vision de la chaîne, qui est la mentalité des créations de richesses, c'est d'apporter une valeur ajoutée à la jeunesse africaine, de ne pas se limiter, de travailler sur vous-même, de monter en compétences bien sûr et de ne pas se limiter. Alors, entrepreneur Mondésir, tu vas nous parler un peu comment tu perçois l'avenir de l'entrepreneuriat en Afrique? Alors, c'est un très bon point. En tout cas, c'est un très bon point qu'on va aborder. Aujourd'hui, moi, pour l'avenir de l'entrepreneuriat sur toute l'Afrique francophone, je me dis que c'est vraiment... il faudrait que la jeunesse, elle puisse se réveiller. Ce qui est bien, c'est que là, il y a des comment est-ce qu'on les appelle, on va dire lanceurs d'alerte, ou en fait des éveilleurs de conscience, comme Jean-Stéphane, qui je salue ce qu'il fait en tout cas. Et ce qui fait que les gens ils commencent à se réveiller. Mais sinon, vraiment, c'est déplorable. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple. La plupart des gens connaissent le réseau social TikTok. Aujourd'hui, avec l'équipe avec laquelle je travaille, c'est des gros hackers. C'est des hackers de croissance pour des business en ligne. Donc, on prend le temps de comprendre comment fonctionnent les algorithmes de certains réseaux sociaux. Et de notre expérience, on en est arrivé à comprendre
que le contenu qui est proposé à la jeunesse africaine est largement différent du contenu que les Chinois, admettons, on va dire, voilà, pour ne citer que, parce que si on se met à citer, voilà, la vidéo, elle ne va pas se terminer. Donc, le contenu consommé par la jeunesse chinoise, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence. Vous allez voir qu'aujourd'hui, en Afrique, ce qu'on propose à la jeunesse sur TikTok, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce sont des gros boules. Donc, les gens, ils sont là à longueur de journée à mater des filles, voir des derrières, tout ça. Et c'est largement déplorable, sachant que sous d'autres cieux, les autres se servent vraiment de ces réseaux sociaux-là pour se faire de l'argent. Et on va dire, moi, j'ai même envie de dire qu'il y a, aujourd'hui, il y a un fait exprès, parce que ces algorithmes fonctionnent de la manière suivante. En fonction de votre habitude sur l'application, en fonction des posts que vous avez, le taux de rétention que vous passez sur un post, c'est-à-dire que la durée que vous passez sur une image ou sur une vidéo, l'algorithme qui fonctionne avec une intelligence artificielle va vous proposer des contenus similaires. Donc ça veut dire que si vous passez beaucoup de temps à suivre des vidéos qui ne parlent de rien, vous allez recevoir des vidéos qui ne parlent de rien. Donc ça, c'est comment fonctionnent logiquement ces algorithmes. Seulement, dans notre cas en Afrique, c'est que même en termes de suggestions, quand vous venez de créer nouvellement votre compte, plutôt que de vous suggérer des contenus en fonction, par exemple, des informations que vous avez données, on va vous suggérer des contenus pour vous distraire, en fait. Sachant que chez les autres, quand quelqu'un il va créer un compte TikTok en fonction de son identité, de ses informations, de sa biographie, on va lui suggérer, par exemple, un contenu sur de l'électronique, sur le digital, sur le numérique. Mais nous, en Afrique, généralement, quand vous avez votre compte TikTok, si vous ne faites pas des efforts par vous-même de vous orienter vers ce qu'il faut, vous aurez des propositions de contenu qui ne matchent pas vraiment avec ce que veut la jeunesse aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vraiment c'est déplorable et ça fait peur, ce truc-là. Donc si vraiment aujourd'hui il doit avoir des éveils de conscience, c'est vraiment de se dire que voilà, on a un avantage au 21e siècle, on est à l'ère du numérique, on peut faire énormément de trucs avec les réseaux sociaux et en profiter plutôt que voilà, de perdre son temps. Donc c'est vraiment ça le point. Voilà, il y a aussi, avec l'évolution, il y a aussi des jeunes qui ne cessent de se réveiller, qui comprennent un peu, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais il y a pas mal de personnes qui sont bloquées avec le même problème. Je pense que tout à l'heure, tu avais touché aussi un peu le point, mais c'était en passant, concernant le problème des modes de paiement Stripe qui bug un peu, qui ne marche pratiquement pas. Il y a aussi PayPal aussi qui bug à tout moment. Alors, il y a des personnes qui se sont lancées. Je pense que dans l'une de mes vidéos ici, j'ai eu trop de commentaires par rapport à ça. Les gens se plaignent par rapport à ce mode de paiement et d'autres disent que non, je suis fatigué, voilà, avec le business en ligne, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces personnes? Est-ce qu'il y a une autre alternative pour ce problème-là de mode de paiement? Alors, pour ça, il y a des alternatives, Jean. Ça existe toujours, il y a des alternatives. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, il y a une infinité de possibilités, en tout cas, pour contourner le problème. Le point clé, en fait, à travers ta question, ça serait vraiment de se dire, nous en Afrique, on est des laissés pour compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un, comme tu as su le dire, quelqu'un qui va se lancer dans un business en ligne, il va consacrer son temps, tout ça. Par exemple, il va créer une activité en ligne, mais il va avoir du mal à recevoir ses paiements. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucun processeur de paiement, si tu veux, qui va vraiment s'adapter aux conditions. Il y a rien qui va faire en sorte que quand vous allez vous focaliser en fonction du pays où vous êtes en Afrique, vous allez pouvoir travailler tranquillement. Je pèse mes mots parce qu'il y a des autres qui diront ouais mais à PayPal, ouais mais à ceci. Donc c'est pas pareil avec une personne qui est en Europe. Aujourd'hui, si vous êtes en Afrique, vous allez utiliser PayPal, il va être accessible. Voilà, vous allez faire une intégration, vous allez l'ajouter par exemple à votre boutique Shopify pour ne citer que ça. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si vous êtes assez bon, vous êtes assez performant, vous allez exploser dans votre business. Donc, vous allez éventuellement faire plus de ventes. Lorsque vous allez faire plus de ventes, il va arriver un moment où PayPal va vous bloquer. C'est-à-dire qu'on va vous demander un contrôle avec des pièces qui sont impossibles à fournir. Il y a des témoignages, en tout cas, il y a des personnes qui ont mis des mains sur la tête et l'argent est resté bloqué. Donc, pendant une très très longue durée. Après, ils vous rendent bien entendu cet argent-là, mais seulement sous certains justificatifs. Une fois que c'est fait, déjà que voilà, vous aurez beaucoup de temps où vous allez être bloqué, donc votre activité ne va pas évoluer. Ça va avoir une importance sur votre morale, en fait.
Et après, vous allez être affecté. Ça va faire que voilà, vous ne serez pas productif. Donc aujourd'hui, vraiment, si on peut se réveiller encore une fois, en termes de mettre en place nos propres... Je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais vraiment, si aujourd'hui l'Afrique disposait de ses propres processeurs de paiement, si aujourd'hui on avait nos propres possibilités, on va dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient aller vraiment dans la bonne direction. Donc moi, c'est surtout ça mon observation. D'autant plus que voilà, ça reste relativement complexe et je pense qu'il y a des dropshippers qui pourront témoigner de ce problème. Après, pour contourner ce problème, il y a des solutions, il y a des alternatives. Par exemple, pour donner des pépites, on va parler en fait de création d'entreprises offshore. Donc par exemple, vous avez la possibilité de créer une entreprise aujourd'hui. Il y a des plateformes à 1,99 €. Vous créez une entreprise et vous allez recevoir vos documents, voilà, vos papiers dans votre pays de résidence. Ça va vous permettre éventuellement d'avoir accès à un compte Stripe, un compte PayPal professionnel pour éviter des blocages. Et là, vous pouvez lancer votre entreprise, votre activité sans trop gros soucis. Mais sinon, pour nous, en ce qui nous concerne en Afrique, ça reste relativement compliqué si on n'utilise pas ce genre d'astuces.